voici notre invité aujourd'hui, Mathieu Rivet, député de notre région, député de Côte-du-Sud. Bon matin. Bon matin à toi. Bonjour à tout le monde, au fait. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est le fun. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens de voir, ça va très bien. On essaye, là, le soleil arrive, on se remet à travailler sur dans nos maisons, sur nos terrains, etc. Puis ça fait du bien. D'avoir du soleil un petit peu dans notre vie, là, ça fait du bien. Oui. Mais, Mathieu, d'abord, j'aimerais ça parce que vous êtes, vous avez été impliqué beaucoup au niveau musical dans votre carrière. Oui. Votre jeune carrière, vous êtes encore jeune, là, mais... 26 ans derrière la Travac à faire de la gestion culturelle d'un organisme et de l'enseignement musical particulièrement. Donc, c'est sûr que ça fait partie de mon ADN. En fin de semaine, on annonçait en fin de journée de samedi le décès. Et écoute, j'ai suivi ça hier matin là, sur LCN, RDI, puis j'avais le cœur gros. Parce que moi, j'ai été animateur de radio pendant des années. Jean-Pierre Ferland a fait les palmarès et on écoutait les reportages en fin de semaine, puis on ne s'imagine pas la grandeur de cet homme-là. C'est plus de 450 chansons. Il a été impliqué dans différents secteurs d'activité de la musique. J'aimerais vous entendre, parce que vous l'avez dit, vous étiez enseignant. Oui. Qu'est-ce que ça fait que de perdre un homme comme Jean-Pierre Ferland? D'abord, le premier ministre qui a annoncé hier, qui a proposé à la famille là, des funérailles nationales. Comment on pourrait expliquer la grandeur de cet homme-là? D'abord, c'est quelqu'un qui a traversé les générations. J'entendais à m'en venant que son premier spectacle s'est fait à Saint-Fabien, près de Rimouski, dans toute l'époque des boîtes à chansons. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui ont participé à cette époque-là, des années 60, des années 70, de se promener partout au Québec. Puis, on avait la Bouffe-Tifaille. Exactement, tout à fait. Qui était une boîte à chansons. J'ai pas connu. Aurait fait ses débuts à cet endroit. Imaginons-nous ce boulot-là qui a été fait au Québec. Puis là, je vais faire plein de rapprochements sur ce qui se passe actuellement dans l'histoire du Québec. J'arrive cette semaine d'annoncer avec Mathieu Lacombe puis le premier ministre le premier musée national de l'histoire du Québec. C'est pas rien, ça. C'est un musée national comme il en existe 3 en ce moment. Évidemment, je suis assuré que Jean-Pierre Ferland va faire partie de ce contenu-là dans le musée. Puis de savoir qu'en plus de ça, on est en train de travailler sur la langue française. Mon collègue Jean-François Roberge vient de lancer ce week-end un plan d'action audacieux, ambitieux sur la protection. 600 millions sur 5 ans, 600 millions sur des montants, mais au-delà des montants, c'est l'image aussi, puis le désir qu'on a de protéger la langue française au Québec et d'en faire une priorité là, au sommet qui touche l'ensemble des ministères. Puis là, on a Jean-Pierre Ferland qui s'en va. Moi, j'ai joué de la musique là, pendant... Ça a été ma vie. Pour les gens qui ne le savent pas, j'ai une maîtrise, moi, en éducation musicale. Ça a été mon travail, mes études que j'ai réalisées. Puis pendant plus de 26 ans, j'ai donné ma vie à un lieu de formation musicale où la musique de Jean-Pierre Ferland était présente là, à chaque année et où, moi, d'une façon plus personnelle, j'ai joué beaucoup de musique, d'ambiance, dans des résidences de personnes âgées, dans des lieux où est-ce que je jouais particulièrement avec une musicienne qui s'appelle Marilyn, qui joue du violon, qui chante aussi. Puis à chaque fois qu'on arrivait sur une pièce de Jean-Pierre Ferland, une chance comme ça, ou des pièces d'album jaune, un peu plus haut, etc., c'est des moments où on dirait que le temps s'arrête. Où est-ce que justement la langue française mise de l'avant dans la musique de Jean-Pierre Ferland nous touche, vient nous toucher droit au cœur. Puis lorsqu'on apprend un décès, il avait 89 ans, là, on s'entend, et d'une carrière qui a touché toutes les générations, bien, c'est là qu'on voit que c'est important de prendre soin de notre histoire. C'est important de faire comme le premier ministre actuellement et d'offrir à la famille d'une façon très rapide et immédiate de dire qu'on souhaite faire des funérailles d'État. Puis on s'en parlait là, tout à l'heure hors d'onde. J'ai eu l'opportunité là, de participer à un moment tellement touchant dans ma vie lorsque Carl Tremblay est décédé à Montréal, d'aller partager ce moment-là, qui n'était pas nécessairement une cérémonie religieuse, mais où est-ce que tout le monde autour s'est rassemblé autour de l'histoire puis du souvenir des Cowboys fringants de Carl Tremblay. C'est quand même tout près de 15 000 personnes qui se sont rendues au Centre Bell. Exactement. C'est un moment, là, on s'entend, là, rempli de magie. Puis, pour moi, c'est important, dans l'étape du deuil, puis dans l'étape d'un deuil national,
de prendre ce temps-là pour saluer le souvenir de quelqu'un d'aussi important que Jean-Pierre Ferland. Donc, on va voir les prochains jours qu'est-ce qui va se passer, mais de savoir que ça a été quelqu'un de tellement important dans notre région aussi, qui a passé, qui a circulé à l'intérieur de notre région, qui a fait son premier spectacle à Saint-Fabien, un homme d'un humour incroyable. Tu sais, c'est vrai, si on l'oublie, là, mais tu sais, il était tellement sympathique, tellement drôle. Puis en même temps, qu'il a réussi à vivre sa vie près des siens d'une belle façon, mais qui a fait rayonner le Québec partout à travers le monde. Puis ça, ben moi, ça me touche beaucoup. Et les artistes, entre autres Céline Dion, Ginette Renault, qui dit « il aurait pu être l'homme de ma vie ». Les témoignages des artistes, c'était touchant. Moi, j'ai écouté ça hier, puis j'avais le cœur gros de voir disparaître. Bon, il était malade, il était retiré de la scène depuis plusieurs années, mais quand même... il fait partie de notre histoire. Ouais, il fait partie de notre histoire. Et moi, comme animateur de radio, j'ai fait jouer et tourner Jean-Pierre Ferland. J'ai présenté plusieurs de ses chansons. Ça fait drôle à dire, mais il y a un âge derrière de bonhomme. Mais j'ai plusieurs de ses chansons. On se souvient de son micro-sillon jaune, là, que tout le monde parle. On a écouté en boucle, là, en tout cas. Il n'a pas toujours eu la vie facile, mais il a su s'adapter au changement. C'est vraiment tout un bonhomme. Claude Dubois faisait un témoignage important hier aussi. Là. Oui. Ben justement, on parle de ce musée national pour l'histoire du Québec. Parlez-nous un peu. Là, Ben écoutez, j'étais présent lors de l'annonce. J'ai eu cette opportunité-là la semaine dernière d'accompagner le premier ministre, d'accompagner aussi le ministre responsable de la capitale nationale, puis d'accompagner aussi Mathieu Lacombe. Vous savez, il y a 3 musées nationaux. Là, le musée de la civilisation est le dernier musée mis sur pied par René Lévesque. Puis ça fait 40 ans. Donc, depuis ce temps, il n'y a pas eu d'autres moments où est-ce qu'on a mis sur pied des musées nationaux. Et là, on vient d'en lancer un sur l'histoire du Québec. Moi, je trouve ça assez incroyable de se dire qu'on est un lieu, le Québec, avec une espèce de château fort qui protège la langue française depuis 400 ans, puis de se dire qu'on est seul au monde, un peu comme des Gaulois, on dirait, là, et de se dire qu'on n'avait pas encore de musées nationaux. Ça va se faire dans les terrains, dans les lieux du petit séminaire de Québec, où j'ai d'ailleurs enseigné dans une autre vie, on va dire ça comme ça, et de me retrouver là, accompagné de plein de gens au niveau de la culture, particulièrement pour la Ville de Québec, et de savoir qu'on lance ce musée-là. Ça vient des espaces bleus, si on veut. C'était déjà dans la réflexion de se dire qu'on veut parler de notre identité, on veut valoriser qui nous sommes. Puis là, on parle de toutes les sphères de notre société. C'était ma prochaine question. Là. De nos grandes industries. Non, pas du tout. Vous parliez de Jean-Pierre Ferland tout à l'heure, là, mais c'est pas que de la musique. Non, là. Évidemment, l'histoire du Québec passe aussi par la culture, donc la culture autochtone, l'ensemble de notre civilisation qui s'est fait depuis 400 ans, bien, on va voir ça, de nos industries, aussi des grands qui ont façonné les Bombardier, Desjardins, etc., tout ce qui s'est passé dans notre histoire. C'est sûr que le contenu est en construction, là, on s'entend. Là, on a annoncé l'enveloppe du musée, puis il y a des gens extraordinairement brillants, chapeautés par le Musée de la civilisation, qui vont mettre sur pied le contenu, puis un contenu que je vous dirais qui va être beaucoup numérique, dans le sens qu'il va y avoir des actions, la clientèle va être amenée à vivre quelque chose d'exceptionnel à l'intérieur de ce musée-là, puis on souhaite évidemment que les écoles, les jeunes puissent participer à venir connaître davantage leur musée. Puis le premier ministre le dit, on veut sortir du musée après avoir visité l'exposition, puis être encore plus fier d'être québécois. Puis c'est ça qui est important. Et l'échéance pour l'arrivée de ce musée? 2026. Donc, le printemps 2026, on devrait être capable de visiter le musée là, pour la première fois dans ces eaux-là. Juste avant la pause, 603 millions sur 5 ans pour protéger la langue française. C'est beaucoup d'argent. Là, le montant là, exact, là, tu me donnes l'information, c'est ça que vous avez vu. Oui. Mais tu sais, on parle dans ce plan de protection-là, mené par Jean-François Roberge, que j'ai rencontré aussi, pas plus tard que il y a 2 semaines, qu'on a eu, je le vois évidemment souvent à l'Assemblée nationale, mais dans un souper, où est-ce qu'on était quelques collègues, puis ça, moi, je salue ce qu'il a fait là, d'aller consulter tout son monde. On parle d'un plan qui touche plein de ministères. On parle d'un plan aussi qui souhaite à franciser, entre autres dans les industries, dans nos entreprises un petit peu partout, mais aussi de franciser les gens qui arrivent, qui sont travailleurs temporaires, etc., qu'on souhaite pouvoir avoir encore plus de travailleurs sur notre territoire qui parlent français. Mais Mathieu, on parle d'inquiétude par rapport à la diminution du français. On parle de 81 à 79 là, depuis à peu près 5 ans. Est-ce que c'est aussi... Est-ce qu'on peut avoir peur? Est-ce que ça vaut l'investissement de 150 millions par année ou
Ben oui, parce que là, le plan, là, il est sur quelques années, là, évidemment, ce qui a été lancé. C'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais tu sais, au-delà de l'argent, servir à quoi? Au-delà de l'argent, là, tu sais, je pense que ce qu'il faut penser, c'est que oui, le français est en péril. Oui, on perd des actions. À ce point? Ben oui, certainement. Parce que lorsqu'on arrive là, à Montréal, là, le Bonjour Aïe, là, on parlait de ça, mais on parle de ça il y a quelques années. Là, maintenant, là, à certains endroits au Québec, il n'y en a plus. Là. Il y a vraiment quelque chose qui est pas juste à Montréal, là, dans nos régions aussi, s'assurer de protéger notre langue, pas juste de la protéger, de la valoriser aussi. Puis de démontrer, c'est pas d'être contre quelque chose, puis c'est là qui est important de spécifier, c'est de se permettre d'avoir l'audace puis l'ambition de dire que notre langue, c'est une unicité qu'on a ici. Bien, il faut promouvoir ça, enrichir ça. Donc, un des volets du plan, c'est de valoriser la langue française, de faire la protection par des programmes, justement, de francisation, un petit peu partout au Québec, puis qui va au-delà de ça. Mais ce volet-là, pour moi, de valoriser notre langue, c'est important. On va faire une pause et là, on va ramener ça plus au local et au régional après la pause. Avec Notre invité aujourd'hui, je vous le rappelle, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. On revient dans quelques instants. Alors, nous sommes de retour avec notre invité, Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. Mathieu, récemment, il y avait une rencontre avec le Comité Action citoyenne de l'île de Nord. Oui. Pourquoi? Bien, vous savez, dès le début de mon mandat, j'ai eu à travailler avec un projet tout particulier qui était la transformation des horaires de faction des ambulances de la région à l'heure. Okay? Donc, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'actuellement, puis depuis toujours au Québec, l'horaire de faction permet aux ambulanciers d'être à quelque part comme à 5 minutes, là, 5 km autour de la caserne. Puis lorsqu'il y a un appel, on se prépare, on s'en vient à la caserne et on part sur l'appel qu'on a réalisé. Lorsque Christian Dubé, le ministre de la Santé, a voulu transformer ça, bien, il a injecté de l'argent parce que ça coûte des sous de transformer cet horaire de faction-là à l'horaire à l'heure. Il y a plein de subtilités là-dedans, mais il y a surtout plein de possibilités lorsque l'ensemble du Québec va être transformé à l'heure. D'abord, il y a un élément qu'on appelle le déploiement dynamique. Le mot le dit un peu. On a une ambulance ici, une autre ambulance là. Elle part, l'autre se rapproche. Donc, ça permet une meilleure circulation d'ambulanciers, de techniciens ambulanciers qui sont déjà prêts à partir parce qu'ils sont payés à l'heure, donc sont toujours disponibles au travail. On va dire ça comme ça. Et effectivement, à Saint-Jean-Port-Joli, il y a un comité qui s'est mis en place parce que cette transformation-là n'a pas été encore effectuée. C'est parce qu'il y a de l'argent qui a été investi, justement, par rapport à certains endroits où il y avait l'horaire de faction. Montmagny, maintenant, c'est l'horaire à l'heure, la Pocatière aussi. Mais Saint-Jean-Port-Joli a été laissé... je vais changer tout de suite ton discours, parce qu'il y a des priorités. Son président qui représente bien la région de Saint-Jean-Port-Joli, qui se bat fort pour... D'ailleurs, le comité là, est chapeauté là, par Stéphane Lévesque, au fait que vous avez rencontré ici à plusieurs occasions et que moi aussi, j'ai rencontré, que j'aime beaucoup. Tu sais, Stéphane, c'est un passionné. Bon, le temps passe quand même rapidement, parce que vous avez d'autres sujets. Oui, évidemment. Juste pour dire qu'on a eu une bonne rencontre, c'est ça qui est essentiel de dire aux gens. Est-ce qu'on va y arriver? Bien, je pense que oui. Parce que c'est 800 000 tout près de 800 000 là, tout ça, il va falloir que je revienne pour ça, parce qu'au fait, toutes ces informations-là sont erronées. Il y a plus de subtilité. C'est pas 800 000 c'est 444 000 Il y a des recommandations que le CI3S est prêt à faire. Puis effectivement, notre souhait, là, c'est de transformer l'horaire de faction à l'horaire à l'heure. On a tous ce même souhait-là. Bon, moi, le premier. Parce que ça fait longtemps qu'on débat là-dessus. Quand est-ce que ça... Bien là, quand est-ce, il y a toutes des démarches à faire. Là, durant l'été, le CI3S va faire des recommandations. Puis si tout le monde travaille dans le même sens, on devrait y arriver d'ici la prochaine année. Donc, ce sera une autre annonce en plus de l'annonce que vous allez faire pour le complexe culturel sportif. Il y aura plein de belles annonces. Parce que je n'ai pas oublié, vous m'avez dit juin. Il y aurait des annonces d'ici juin prochain. Je vais vous réinviter sûrement pour avec plaisir. En parler. On va être là. Mathieu, vous êtes co-président d'honneur avec Normand Caron, qui est préfet de la MRC des Lilets, qui est aussi maire de Saint-Jean-Port-Joli, Mario Leblanc, qu'on recevra demain, le maire de Saint-Pamphile, et également Bernard Généreux qui est venu nous parler vendredi. Vous êtes coprésident, c'est 450 000 sur 5 ans qu'on veut investir au club de golf de Saint-Pamphile. Oui.
c'est quand même un gros investissement, c'est de l'argent. Pourquoi 450 000? Bien, d'abord, ils ont des investissements à faire au niveau des infrastructures, hein, particulièrement sur la fosse septique puis tout ce côté-là. Il faut savoir qu'au Québec, tant qu'au Québec qu'au fédéral, il n'y a pas vraiment de subvention lorsqu'on a à toucher aux fosses septiques, tout ça. Là. Il y a des subtilités dans ça, mais c'est un besoin important. Puis pour un club de golf qui reçoit des gens, qui a un restaurant, etc., c'est quand même des infrastructures qui coûtent cher. Premier point. Deuxième point, il y a eu la pandémie, il y a eu pas beaucoup de motoneige cet hiver, il y a eu plein d'éléments qui font en sorte que toute l'infrastructure autour du golf, donc le restaurant, les endroits pour aller coucher dans le coin de Saint-Pamphile, tout ça, en ont souffert beaucoup. Fait qu'ils nous ont demandé de se mettre ensemble puis se donner un coup de pouce pour leur donner de l'air, mais aussi pour mobiliser tout le monde à démontrer l'importance du club de golf de Saint-Pamphile, qui est un magnifique golf d'ailleurs. Puis bien pour nous, d'être 4, de se mobiliser ensemble. D'abord, on s'apprécie tous, là, les 4, puis de se dire on va aider le club de golf. On a décidé de le faire. Puis de mettre un objectif comme ça aussi audacieux. Il va d'abord falloir que les gens s'habituent de dire le club de golf Matériaux Blanchette. Oui, oui. Parce que c'est un partenaire important, c'est un 100 000 Ils ont toujours soutenu, on se souvient de M. Blanchette. Oui, exactement. L'ex-propriétaire. Toujours soutenu, mais là, d'une façon là, significative, je dirais qu'ils sont comme les premiers, puis c'est ça qu'on a annoncé. La municipalité aussi de Saint-Pamphile, 50 000 Fait qu'on voit que tout le monde là, se mobilise, on veut les aider. Moi, j'ai offert aussi des billets là, pour un spectacle qu'il y a eu en fin de semaine. Donc, il y a une mobilisation qui s'installe, puis on sera là pour les soutenir, puis on va réaliser notre objectif, les 4 ensemble, mais avec toute la population, puis avec toutes les entreprises locales, de se dire qu'on donne un coup de pouce au club de golf de Saint-Pamphile. Là, c'est pas inquiétant un peu, parce que là, vous soutenez ce club de golf-là. Bon, on sait qu'il y a un club de golf à Saint-Jean-Port-Joli, il y en a un à Montmagny qui fonctionne quand même bien, ouais. Mais là, est-ce que ça veut dire que Saint-Jean-Port-Joli pourrait vous demander, parce que... Je me dis toujours dans la vie... Ça, c'est à peu près comme les centres de ski, là. Ouais. Bon, ils ont tous ça naît d'une volonté du milieu de faire quelque chose. Moi, après ça, c'est sûr qu'il y en a, là, on va parler là, tout de suite bientôt d'un événement important que je vais supporter aussi. C'est du temps, c'est de l'énergie, mais je pense que les gens, quand ils se mobilisent, ils doivent savoir que leurs élus sont disponibles. On est là pour donner le coup de pouce qu'il faut. En même temps, c'est sûr que, comme tu dis, on ne pourra pas tout faire non plus. Mais lorsqu'il y a une mobilisation importante comme celle-là, qui était déjà en route et qui avait un besoin là, réel, bien, je pense que ça démontre là, notre solidarité, puis on va donner le coup de pouce qu'on peut. Là. Vous êtes aussi président d'honneur. C'est pas les présidents d'honneur qui manquent, là. Vous êtes aussi président d'honneur pour... Là, c'est drôle parce qu'on en parle, mais au fait, j'accepterai pas ça très souvent. Je vous le dis tout de suite. On est très présent dans tout le milieu, moi et mon équipe. Mais tu sais, une présidence d'honneur, là, c'est une fois par année. Là, fait que je vous dirais, je l'ai accepté pour ce qu'on va parler là, pour la fabrique à Lillet, pour l'église. Allons-y, là, c'est un concert bénéfice qui aura lieu le 9 mai prochain. Et c'est Grégory Charles qui sera à Lillet pour la paroisse de Notre-Dame de Bon-Secours. Quelle chance on a. Je ne sais pas si on va pouvoir voir peut-être à l'écran aussi. Une chance qu'on ça? Une chance qu'on ça, oui. Bien là, écoute, là, il y a des circonstances qui feront que peut-être que le programme va changer un peu. Mais Grégory Charles, vous savez, c'est un jukebox animé, hein, Grégory. Donc, dans certains spectacles que j'ai déjà vus de lui, on le voyait faire n'importe quelle chanson demander. C'est tout un musicien. Compte tenu que je suis musicien moi-même, vous savez que peut-être que je ferai un clin d'œil dans la soirée, mais d'accepter la présidence d'honneur, d'aider une fabrique qui en a bien de besoin. C'est une église merveilleuse, l'église Notre-Dame du Bon-Secours à Lillet. Le 9 mai, les gens sont invités à venir acheter des billets. On peut communiquer avec la fabrique actuellement. Il y a des annonces, des posters ou des affiches là, qu'on voit un petit peu partout sur le territoire. Puis, bien, en appelant à la fabrique, on peut avoir des billets. C'est 60 $ pour assister au spectacle. Puis, il y a un volet VIP à 120 $ où est-ce qu'après le spectacle, on a un petit lunch, on a la possibilité de rencontrer Grégory aussi, de rencontrer le président d'honneur de l'événement. C'est près de 12 000 $, là, 11 000 quelques cents dollars là, que j'ai pu là, aider à aller chercher pour donner un coup de pouce. Leur objectif là, est quand même un bon objectif, mais là, il faut vendre des billets. Il faut que les gens se disent, on vient voir Grégory, on vient assister à l'événement, on vient participer à une belle soirée le 9 mai prochain à l'église pour voir ce spectacle-là. Il avait reçu Marc Hervieux l'an passé. Oui, puis ça avait été un succès. C'était presque à guichet fermé. Succès, sinon, exactement. Là, il avait bien réussi. Les gens embarquent là-dedans. Oui, je pense que oui. Mathieu. Il y en a de plus en plus, je vous dirais, sur le territoire, mais je pense qu'il faut être disponible là, à venir aider nos communautés, mais aussi passer un bon moment.
Puis c'est ça qui est important, là, de recevoir Grégory Charles dans l'îlet. Je pense que c'est un moment là, qui va passer à l'histoire, assurément. Est-ce que je comprends ou j'ai cru comprendre que Mathieu Rivet va nous chanter une petite chanson avec Grégory? Bien, chanter, Oui, je le sais vous êtes pas. musicien d'abord. Mais je suis trompettiste de formation. Disons que je suis un peu à la retraite. Je vais dire ça comme ça. Je joue de moins en moins. Mais les gens ont même pu me voir au hockey avec l'Everest, d'aller accompagner l'Everest. J'avais fait ça pour les Harfans de Beauport dans mon ancienne vie. Puis je peux vous dire que ça me fait beaucoup de bien de retrouver un peu mes anciennes amours. Et vous savez, la musique là, est jamais très loin. Ça me permet de faire des petits clins d'œil à l'occasion. Bien que je joue de moins en moins, compte tenu du temps disponible, bien, assurément que le 9 mai, là, je ferai un petit clin d'œil comme musicien. Vous avez vu avec votre trompette aussi pour le 1er décembre, lors de la parade organisée lors de la par parade, Francis oui, Rouleau. tu étais chanceux, c'est toi qui nous suivais derrière. Oui. Mais comme je disais, pour l'Everest, je suis allé jouer à quelques matchs, à 3 matchs là, durant la série. Donc, j'aurais aimé ça, être comme Ginette Renault, puis apporter cette dynamique-là et les faire gagner au dernier match, là, mais ça sera l'année prochaine. C'est malheureux, l'Everest qui s'est incliné en 7e match, mais bon, les supporters ont été là. Et c'est Montmagny, c'est une ville de hockey. Ouais. On l'a prouvé, c'est une moyenne de 1200 spectateurs qui ont assisté au match. La Ligue l'Everest de la Ligue de hockey junior 3A, c'est 5 ans. Là. Alors, après 5 ans, quel succès. Ça a été, il y avait Simon une Labrec, énergie, qui on lève notre chapeau. Oui, toute l'équipe, Pierre Bouffard aussi, tous les gens avec qui travaillent à faire en sorte que ça se développe ici. Je pense qu'il faut leur lever notre chapeau, mais il faut dire bravo aussi aux joueurs parce qu'ils nous ont donné de l'émotion. Puis de se rendre là, c'est quand même fabuleux. Je dois vous arrêter. Merci beaucoup. Ben oui, c'est un grand plaisir. Merci de Côte-du-Sud.